Alors, salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un rappel. Je vais commencer par un rappel et faire une introspection sur l'état du marché de l'animation, des effets spéciaux, de finalement tout ce qui va se rapporter à la 3D en France et au final dans le monde. Ça part d'une remarque que j'ai eue il y a peu de temps, je vais t'en parler, qui est... tu vois, je vais pas te spoiler, parce que franchement, il y a de quoi dire, ça va être énorme. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, c'était l'épisode 56, qui s'appelait « Pourquoi j'ai été absent pendant 7 mois ». On avait regardé ensemble un graphique de l'emploi en France dans ce secteur-là. Chaque année, on avait vu, on est arrivé à la conclusion, je vais pas, si tu veux aller écouter, tu peux y aller, mais sinon la conclusion c'était que le marché n'était pas en train de s'effondrer et que ça n'avait aucun sens, puisque en 2023 et en 2024, en fait, ça a été les années où il y a eu le plus d'embauches, d'accord ? Par contre, c'est vrai que la croissance, c'est-à-dire année après année, on a embauché beaucoup plus que l'année d'avant, alors qu'en 2023-2024, la croissance a quasiment stagné, donc on a engagé autant qu'avant, d'accord ? Donc c'est un petit ralentissement de croissance, mais on est très très loin de dire à peu personne qui envoie... C'est ridicule. On avait aussi discuté des potentielles causes de ça, notamment dû à la surembauche qu'il y a eu pendant le Covid. Je reviens pas là-dessus, si tu veux avoir le détail de tout ça, tu peux aller voir ce podcast, il s'appelle « Pourquoi j'ai été absent pendant 7 mois ». C'était pas celui d'avant celui-là, ni celui d'avant, celui encore d'avant, donc 2 avant, quoi. Non, on va parler aujourd'hui de, justement, le retour qu'on pourrait faire quand quelqu'un te dit ça, et aussi surtout que faire avec ce type d'information si jamais elle était vraie. D'accord ? On a vu ensemble qu'elle était fausse, mais si jamais elle était vraie, qu'est-ce que tu peux faire ? Et tu vas voir qu'en fait, ça va nous donner finalement une narration dans laquelle se poser pour réfléchir à comment toi, tu vas t'orienter dans le monde pro si tu veux te diriger vers la 3D. Et tu vois que ce que je viens de dire là, ça a l'air très vague, et pourtant on va spécifier ça aujourd'hui, on va le rendre très très spécifique, et tu vois qu'en fait c'est très très clair, et ça va te donner des règles pour faire tes choix de manière spécifique et augmenter la probabilité que tu aies un taf dans le domaine. D'accord ? Donc c'est parti, on attaque ça, let's go. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, le contexte de tout ça, c'était peut-être un petit peu vague l'intro, mais tu vas comprendre pourquoi je parle de tout ça. On m'a fait une remarque il n'y a pas très longtemps, c'était sous un commentaire YouTube, et la remarque c'était celle-ci. À la limite, je peux peut-être carrément te le lire, comme ça au moins tu vas la voir sous les yeux, quoi. Donc voilà la remarque qu'on m'a faite. Pourquoi vendre une école de 3D aujourd'hui alors que l'industrie n'a jamais été au niveau aussi bas depuis des années ? Aucun studio ne recrute, il ne délivre plus de visa pour l'étranger, aucun poste à pourvoir pour des juniors. Voilà, en gros, la remarque qu'on m'a fait. Bon après... Ça part sur le fait qu'il ne faut pas dénigrer les grandes écoles, puisque de toute façon, comme le marché est complètement saturé, peu importe ce que tu fais, si tu formes des gens, c'est de la poudre aux yeux. Voilà ce qu'on me donne en tant que remarque. Et là, bon déjà, on a vu ensemble, il y a quelques temps, que de toute façon, le fait que le marché soit saturé, c'est faux. Oui, le marché est un peu moins ouvert qu'il y a 2 ans, mais il est tout sauf saturé. Donc ça, c'est le premier truc à prendre en tête, c'est que déjà... Le fait est que, on l'a vu dans les chiffres et sur les études de l'emploi en France dans le domaine-là, ce n'est pas le cas. Mais je vais quand même partir du principe que ça l'est. D'accord ? On va partir du principe, on va faire l'expérience que, ok, on part du principe que, en ce moment, même si ce n'est pas le cas, le marché de la 3D est ultra saturé et trouver un taf dans le domaine, c'est mission impossible. Ok ? On va partir de ce principe-là. On va essayer de prendre cette perspective-là, même si les chiffres nous montrent que ce n'est pas le cas. Et là, tu te dis, ok, on part du principe, le marché est saturé, qu'est-ce que tu fais du coup, toi, en tant que futur potentiel employé ou acteur du milieu même, en général. Et là, le fait est que c'est ça qui m'embête vraiment avec cette remarque, parce que l'idée qui est derrière, l'idée qui se cache derrière ça, c'est de toute façon... Les conditions extérieures sont tellement moisies que moi je n'ai aucun pouvoir et que c'est peine perdue. C'est vraiment ça l'idée fondamentale derrière ce type de remarque.
C'est un petit peu... Le monde est pourri. Hein. Alors, on peut prendre là le monde en général, mais là, dans l'exemple, c'est le monde de la 3D est pourri. Le secteur de l'industrie est pourri. Donc, ça sert à rien. Tu vois. À quoi bon? C'est vraiment ça, l'idée qu'il y a derrière. Et, ok, soit, ok. Mais si tu y réfléchis vraiment statistiquement parlant, ok. Statistiquement parlant, à ton avis, est-ce que, en termes de probabilité, il y a plus de chances que ce soit seulement en 2 ans qu'une industrie qui est là depuis maintenant au moins 20 ans, que ce soit complètement pété la gueule et qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne, hein, est-ce que statistiquement parlant c'est ça, ou alors c'est juste que statistiquement parlant t'es peut-être en fait trop nul pour te faire embaucher, hein? Est-ce que, juste toi, en termes de probabilité, tu vois, est-ce que en termes de probabilité c'est toute une industrie de milliers de personnes, voire millions, qui s'est pété la gueule, ou alors c'est juste toi peut-être qui est incompétent par rapport aux autres? Et je pense que là, ça vaut le coup de se poser la question parce que, évidemment, quand toi tu fais cette remarque-là, quand tu fais une remarque du type, bah oui, de toute façon, le milieu est pourri, c'est impossible de trouver un taf, tu sous-entends que tu as un niveau excellent pour bosser et qu'il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de boulot, tu vois. Et je pense que c'est très orgueilleux parce que moi, je peux te dire que j'ai vu des gens avec des niveaux excellents et du boulot, ils en ont plein. Mais quand je dis plein, c'est pas un peu. Ils ont 10 offres et ils doivent choisir. Et c'est comme tout, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme n'importe quel, en tout cas n'importe quel système de distribution de, alors je vais pas dire de richesse, mais plutôt de production, voilà. Comme n'importe quel système de production, le marché de l'emploi dans l'industrie de la 3D en général suit la loi, ce qu'on appelle le Pareto. Alors là, le Pareto, si tu la connais pas, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais on va refaire un point. C'est en gros 80% de la richesse produite est créée par seulement 20% des effectifs. En gros, c'est ça, là, la loi de Pareto. Et ça marche avec tout. Tu vois, par exemple, il y a 80% de la masse des étoiles qui est contenue seulement dans 20% des étoiles. Tu vois. Et bref, tu peux faire ça. Et c'est même pas 80-20, c'est plutôt une majorité est tout le temps produite ou contenue dans une minorité. Tu vois. Je te donne un exemple encore plus basique. Tu vois. Une majorité des gens vivent dans une minorité des villes. Tu vois. Il y a seulement une minorité du nombre de villes qui contiennent la majorité des gens, tu vois, dans le monde ou même en France. Tu vois. Et tu as plein d'exemples comme ça. Et là, l'exemple qu'on va mettre en place, et qui est vrai dans absolument n'importe quel secteur, c'est qu'une minorité des acteurs du secteur se voit offrir la majorité des postes. Et pourquoi? Et les gens disent « Ah, mais oui, c'est parce que machin, c'est pas juste et tout. » Non. C'est parce que ces gens-là sont infiniment plus compétents que toi. Et là, du coup, tu peux réfléchir, tu peux dire « Ok, le monde est pourri, le système marche pas, il donne pas sa chance à tout le monde, machin. Ou alors tu peux juste arrêter de te trouver des excuses de merde, parce que globalement c'est ça. Et après je vais te montrer, après cette idée-là, à quoi elle mène quand elle est poussée à son paroxysme, et tu vas voir que c'est très loin d'être très joli. Donc tu peux arrêter de penser 30 secondes ça, et te dire peut-être, tu vois, juste au moins te remettre en question, peut-être en fait, que mes compétences ne collent pas à ce qui est demandé aujourd'hui sur le marché. Et en effet, si le marché ralentit un petit peu, par exemple, tu te retrouves à un endroit où voilà, la croissance ralentit, alors ça veut certainement dire que pour avoir la même probabilité d'être embauché, il va falloir être un petit peu plus compétent, parce que tu dois avoir tout le temps, évidemment, gravir ses marches. Et l'autre truc aussi qui est assez pervers, mais qui est là et qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que au fur et à mesure où on avance dans cette production 3D en termes de technologie, eh ben, les productions 3D qu'on faisait il y a 20 ans, on peut les faire aujourd'hui avec moins de moyens, plus d'automatisation et du coup plus facilement. Et évidemment, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau qui était demandé à 20 ans était plus bas que le niveau demandé aujourd'hui. Il y avait moins de personnes sur le marché et la technologie était plus difficile à utiliser. Aujourd'hui, la technologie étant plus automatisable, parce que les choses avancent et tout, c'est cool, hein, c'est trop bien, parce qu'à la fin, c'est ça qu'on veut. On va avoir une technologie qui nous permette de faire des films mieux, plus vite et plus facilement. Mais l'effet pervers de ça, c'est que le niveau des productions demandées à des gens qui arrivent sur le marché est toujours plus élevé, parce qu'évidemment, la technologie facilite de plus en plus la création. Donc évidemment, si tu as ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te dire « Ah ouais, cool !» Enfin, cool, ça dépend comment tu le vois, mais si t'es pas trop con, tu peux te dire « Ah ouais, cool !» Ça veut dire que les compétences demandées d'année en année seront pas de plus en plus élevées, mais par contre, visuellement parlant, ce que tu vas mettre dans ton showreel, devrait être logiquement de plus en plus abouti par rapport aux années précédentes, parce que
la technologie étant de plus en plus accessible et de plus en plus facile à utiliser, c'est normal que du coup, tu as de plus en plus de gens qui arrivent à faire la même chose avec moins d'efforts qu'avant, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un truc important à comprendre, c'est que souvent, moi, je me rends compte qu'on a des gens qui se disent « Ah ouais, c'est trop dur, machin, ça n'embauche plus, etc. » Alors qu'en fait, ils n'ont juste pas pris en compte ce côté où « Mais non, tu peux pas comparer ça à il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, c'était beaucoup plus difficile. » Donc évidemment, les prods qui sortaient étaient, si je puis dire, moins aboutis, et non parce que les gens étaient moins bons, mais parce qu'en fait, les outils étaient moins bons. Et là, maintenant que les outils, enfin je dis maintenant comme si ça venait d'arriver, mais non, hein, ça fait 20 ans que ça arrive, hein. Mais les outils deviennent chaque année de plus en plus faciles à utiliser, de plus en plus rapides, tu peux travailler de chez toi, alors qu'avant, tu sais, il y a 20 ans, un rendu, il fallait le faire sur un render farm, t'attendais ton image 3 heures et tu payais 100 balles, hein, c'était un enfer. J'exagère un peu, mais t'as compris l'idée. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, n'importe qui peut faire ses études quasiment sur un ordi portable, hein. Donc, on est quand même passé d'un extrême à un autre, mais le fait d'avoir ouvert les possibilités, puisque tout le monde puisse faire de la 3D sur un ordi personnel, c'est une très bonne chose, mais ça implique aussi du coup que tu as beaucoup plus de gens qui arrivent sur le marché et qui savent faire des choses parce que c'est devenu plus facile. Évidemment, l'écart entre ces gens-là et toi doit toujours être le même, c'est-à-dire que l'écart qu'il y avait il y a 10 ans doit être le même écart qu'il y a aujourd'hui. Il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu sois plus compétent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être, je pense, imprimé. Alors on va quand même continuer à creuser cette idée de non mais c'est pas moi, c'est le système, moi je suis très fort, moi je suis très compétent, je devrais avoir un travail, hein. C'est une injustice complète qu'on ne m'ait pas offert ce travail et qu'on ne m'ait pas proposé d'entretien quand j'ai envoyé mon showreel. On va pousser cette idée-là, d'accord? Et tu vas te rendre compte à quel point elle est mauvaise. Je vais te raconter une petite histoire que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, je l'ai apprise aujourd'hui et je me suis dit putain mais c'est fou, c'est exactement la même idée derrière. Donc c'est une histoire qui se passe en URSS. Alors je ne sais plus si c'est URSS ou l'Ukraine, mais en tout cas c'est à l'époque de l'Union soviétique. Et ça explique comment le régime communiste a pris le pouvoir et la conséquence de ça. Et tu vas te rendre compte que c'est exactement la même idée et bordel de merde, qu'est-ce que c'est violent. Tu as un petit village, et dans ce petit village, tu as, à l'époque, souvent on est dans les années 1930, 1940 là, t'as dans ce petit village une centaine de personnes, tu vois. Et dans ces centaines de personnes, tu as souvent un fermier. Alors, parfois plusieurs, certainement. Je suis pas historien, mais peu importe. De toute façon, c'est même pas la véracité de l'histoire qui compte, c'est plutôt l'idée qu'il y a derrière. Tu vas la comprendre assez facilement. Donc tu as un ou deux fermiers, et comme à l'époque la nourriture c'était super important, et que c'était souvent les fermiers qui nourrissaient le village entier, c'était des gens qui étaient souvent plus riches. C'était souvent les plus riches du village, parce que simplement, comme ils faisaient la plus grosse production de nourriture, avec la nourriture, c'était un petit peu très important. C'est toujours très important aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque, comme il y avait beaucoup moins de moyens de distribution à grande échelle, et du coup la production était beaucoup plus localisée, et donc tu vas te retrouver avec un ou des fermiers qui vont être les plus riches du village. Peut-être qu'ils avaient 2-3 vaches, tu vois, alors pas sur les aisselles d'aujourd'hui, hein, mais peu importe, peut-être même qu'ils avaient un employé, peu importe, et ils pouvaient du coup créer de la nourriture, ils nourrissaient le village, et ils étaient assez bien vus par les autres, par la majorité des gens, des habitants de ce village, parce que évidemment ils se faisaient nourrir par eux, et puis c'était un petit peu, on va dire, l'archétype du succès de l'époque, tu vois, tu pourrais le voir comme ça. Et quand le régime communiste est arrivé, alors le régime communiste, hein, le principe sur l'Union soviétique, c'est la propriété privée disparaît, et donc tout ce que tu produis appartient à l'État. Donc c'est ce qui s'est passé. Et les premiers en fait que le régime soviétique a attaqué, entre guillemets, l'idée c'était ces fermiers-là en fait. D'accord, ces fermiers qui créent de la nourriture, la loi passe et c'est ok, maintenant ta ferme, ta ferme t'appartient toujours, mais la production de ta ferme ne t'appartient plus, elle appartient directement à l'État, et c'est l'État qui va redistribuer entièrement. Et bon, on pourrait s'arrêter là. Mais en fait, ce qui se passe, et c'est très très intéressant, ce qui se passe, c'est que dans ces villages, il y avait quelques personnes qui avaient cette idée de ah ouais, de toute façon, si ces fermiers-là, ils ont réussi et ils ont une meilleure vie que moi et qu'ils arrivent à nourrir le monde, c'est qu'en fait, c'est des gros salopards corrompus et de toute façon, moi, je vaux mieux qu'eux, je suis sûr que je ferai mieux qu'eux et tout, etc. Alors qu'évidemment, eux, ils faisaient rien, tu vois. Donc en gros, c'est clairement quelqu'un qui, dans sa jalousie, tu vois, et son mal-être, est en mode ah, c'est que des connards, de toute façon, c'est forcément corrompu, tu vois le dire? Ok. Je pense que tu commences déjà à voir un petit peu la ressemblance de cette idée avec l'idée de la personne qui dit ah ouais, de toute façon le système est pourri, de toute façon si on m'engage pas c'est parce que c'est corrompu, c'est pas parce que mon show il est pas assez bon. Tu vois à quel point ces idées te ressemblent, tu vas te rendre compte en fait que ce sont les mêmes. Et
ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe, à partir du moment où ces gens-là commencent à avoir la validation de l'État, parce que l'État dit oui, non, en effet, ces fermes-là, leur produit n'appartient pas à eux, il appartient au peuple, c'est comme ça que c'est présenté, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Ces gens-là commencent à être entendus et dire oui, regardez, c'est des corrompus, machin, etc. Et comment ça se termine ? Et bah t'as l'entièreté du village, ou en tout cas tous les petits cons qui se révoltent envers le ou les fermiers, qui détruisent la propriété, ils toc, tac, 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 bam, et puis dans leur rage, tu vois, ils viennent détruire leur ferme, la brûler, etc. Ils butent les gens, souvent ça se termine en viol, en machin, etc. Vraiment super stylé, hein, le truc vraiment propre. Et si les gens ont de la chance, ça termine au goulag. S'ils n'ont pas de chance, ils se font buter sur place. Qu'est-ce qui se passe après ça ? Parce que tu pourrais dire, bon, c'est la fin de l'histoire, c'est déjà pas ouf, tu peux déjà voir intrinsèquement pourquoi c'est pas bien, mais tu pourrais dire non, tu pourrais essayer de un petit peu faire l'avocat du diable, de dire non, mais vraiment, peut-être que ces fermiers-là, ils étaient corrompus et c'était des enculés, et du coup, c'est bien fait que le mec plein de vengeance, là, il ait pu relever les gens contre eux, et avec l'aide de l'État, détruire cette ferme, parce que finalement, il était corrompu, et c'est sûr qu'il n'a pas pu arriver là par hasard, tu vois. Tu pourrais émettre cette idée, mais tu sais ce qui s'est passé derrière, parce que bah, voilà, on connaît l'histoire, et c'est là qu'on voit que l'idée était fausse. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Et ben, en fait, il y a eu une immense famine à l'Union soviétique. Parce que simplement, le problème, c'est que c'est très bien de déglinguer les fermiers qui nourrissaient le village, mais après, il faut manger. Et si ton fermier il est plus là, bah t'as plus à manger en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que du coup, il y a eu une immense crise de famine du coup dans ces années-là, notamment en Ukraine, qui était extrêmement violent. Tu pourras, pareil, tout ça, tu vas vérifier sur Internet, hein, fais pas confiance sur parole. Immense crise de famine. Et voilà, conclusion de l'histoire. Donc, conclusion de l'histoire, en voulant te venger parce que tu pensais que c'était injuste, notamment, et c'est simplement, là, dans l'histoire, c'est simplement parce que tu veux justifier ton incompétence, d'accord ? Le fait que tu sois une merde, t'arrives même pas à le voir en face, et du coup, tu remets la faute sur les autres. En remettant la faute sur les autres avec ta jalousie, qu'est-ce que tu fais ? Tu détruis le système en place qui permettait aux gens de se nourrir. Alors, c'était pas un système incroyable, mais au moins les gens mangeaient, tu vois, ils crevaient pas de faim. Ah, t'es content en ce moment. Et évidemment, un an plus tard, c'est absolument catastrophique, il y a tout le monde qui crève de faim. La famine de l'Union soviétique sur la période du début du XXe siècle, c'est un bordel. Hein. C'est un bordel. Hein. Tu verras que la Seconde Guerre mondiale à côté, c'était quasiment tranquille. Hein. C'est infernal. On en était à un point, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, pendant cette période-là, on est à une période où quand tu comptes les morts de l'Union soviétique sur cette période-là, l'échelle enfin l'unité plutôt, c'est plus que des dizaines de millions, tu vois. Tellement il y a eu une mort et tellement on sait pas combien il y a eu de morts, on est peut-être entre 30 et 100 millions, tu vois. C'est pas bien quand tu parles de gens qui sont morts d'avoir une échelle si imprécise, ça te montre à quel point le chaos que ça devait être à l'époque. Parce qu'évidemment, du coup, ça veut dire que t'as une frange de 10, 15, 20, 50, 100 millions de personnes qui sont mortes et qui ont même pas été, tu vois, ils ont même pas eu de papier d'identité, de machin, etc. Tellement c'était le bordel, tu vois. Imagine l'enfer. Ces idées-là, ça mène à ça. Cette idée de dire je suis jaloux parce que je pense que les personnes qui sont meilleures que moi et qui devraient me donner ma chance parce qu'évidemment moi je suis parfait et mon niveau est incroyable, d'accord ? Cette idée-là, ça c'est la première partie de l'idée. La deuxième partie c'est et du coup, je vais me faire... Alors, le premier truc, c'est de dire, ouais, bah, je m'en fous, du coup, je quitte le système. Le deuxième truc, c'est que je quitte le système et je dis à tout le monde que le système est pourri. Là, déjà, tu commences vraiment déjà à foutre le bordel. Et le troisième truc, c'est le côté, tu vas voir la ferme, tu détruis tout, tu vois, c'est la révolution, tu vois. Et bah, ça, c'est vraiment une idée en son centre qui est... je pense qu'on peut tous être d'accord. Après, peut-être que tu n'es pas d'accord, tu pourras me dire pourquoi. Mais qui est quand même... En tout cas, on va dire qu'il y a des conséquences qu'on pourrait considérer tous comme de mauvaises, parce que le fait est que détruire un système que tu ne sais pas remplacer, eh ben c'est con en fait. Surtout si le système avant était fonctionnel. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette histoire des fermiers. Et c'est exactement le cœur de l'idée de quelqu'un qui dit « Oui, de toute façon... ça n'embauche plus, les studios ils prennent plus de juniors, pourquoi c'est cette idée-là ? Parce que c'est en fait ce qui est implicite là-dedans, parce que évidemment tous les gens qui font ces remarques-là, à chaque fois je vérifie, c'est tout le temps des gens qui sont artistes. Hein.
C'est jamais quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Et quand c'est quelqu'un qui est pas dans le domaine, de toute façon, ça vaut rien, parce que qu'est-ce qu'il en sait, il est pas dans le domaine. Mais les gens qui sont pas dans le domaine, qui disent ça, qui sont dans le domaine, pardon, qui disent ça, c'est tout le temps alors je dis des artistes, c'est plutôt des artistes en devenir, des artistes souvent qui sont pas encore embauchés, ou qui ont galéré à se faire embaucher. Et l'implication qu'il y a derrière, c'est j'étais largement assez bon. Je ne me remettrai pas en question, j'étais fort, et pourtant on ne voulait pas me donner ma chance. C'est exactement ça l'impression qu'il y a derrière, et honnêtement, encore une fois, statistiquement, vraiment, est-ce que c'est tout le système de 1000 personnes qui est pourri, t'as pas pu trouver une seule porte d'entrée dans les milliers de studios en France, dans les centaines de milliers de studios dans le monde, hein? Et toutes les portes sont fermées à toi parce que toutes les portes étaient fermées. Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'était juste que peut-être t'avais pas les compétences pour passer ces pas de porte? Il faut quand même y réfléchir, clairement, parce que avoir l'orgueil de penser que, évidemment, t'es le meilleur, il y a un truc qui va pas. Et moi, le truc que je me pose, c'est si t'es si bon que ça, pourquoi t'ouvres pas ton studio et pourquoi tu vas pas directement bosser avec le client? Si t'es si bon que ça et que si tu penses que personne te donne ta chance et qu'on t'a pas compris, pourquoi t'es là à te plaindre? Hein, si tu penses que le système est si bridé qu'il l'empêche de faire rentrer les gens, ces nouveaux talents qui ne demandent que de réussir, tu vois, si tu penses que c'est vraiment ça la raison du fait que toi tu n'arrives pas à être embauché, pourquoi tu ne montes pas ta boîte? Pourquoi tu ne montes pas ton studio? Pourquoi tu ne te mets pas en freelance? Ah ouais, mais parce que c'est dur, parce que ça fait peur. Ah oui, tout à fait. Donc, je répète une dernière fois. Et je le dis parce que tu vas peut-être, certainement, te retrouver dans un moment cette solution, dans cette position. Qu'on soit clair, juste purement statistiquement parlant, si le jour où tu as ton showreel et que tu l'envoies à des sociétés, des studios, ce que tu veux, et que tu n'as aucune réponse, et que tu as l'impression que le marché est bouché et qu'il soit possible de trouver un travail, avant de tirer cette conclusion, qu'on soit clair, de merde. Parce qu'en plus, on l'a vu. Hein, là, on est parti de l'idée que c'était vrai, mais on l'a vu factuellement que c'était faux. Hein. Je te renvoie sur le podcast d'avant. Si si tu te mets à avoir cette idée en tête, pose-toi la question. Quelle est la probabilité que ce ne soit pas tes compétences? Et encore une fois, je veux dire, combien de gens tu as vu qui avaient objectivement des projets et des travaux meilleurs que toi? C'est-à-dire que tous ces gens, ils ont plus de chances sur le marché du travail que toi, en fait, en termes de statistiquement parlant. Ils seront pris avant toi. Donc, il y a un moment, je pense qu'il faut vraiment... Déjà, je pense que de toute façon, remettre la faute sur quelque chose d'autre que toi, c'est déjà une erreur fondamentale en termes de comment tu vois la narration, tu vois, ta narration dans le monde du travail. Tu vois. Parce que, évidemment, c'est jamais entièrement de ta faute. Évidemment, il y a des événements extérieurs que tu peux pas contrôler. Mais tu peux pas les contrôler. Donc, ils devraient même pas rentrer dans ta ligne de compte si tu peux pas les contrôler. Tu devrais te concentrer un maximum de ton énergie, 100% de ton énergie sur seulement ce que tu peux contrôler. De toute façon, c'est le meilleur choix à faire. Pareil, c'est aussi une idée qu'on avait développée dans le podcast d'avant. Et notamment, j'avais donné en référence la vidéo de Veracitium sur le succès entre qu'est-ce qui vient de la chance et qu'est-ce qui vient de ce que tu as pu toi contrôler. Mais, dans tous les cas, le fait de commencer à dire que le système est pourri, machin, je vois pas vraiment... c'est pire que ne pas avoir l'intérêt. C'est une idée qui est pourrie en son centre. Parce que, en plus, moi, ce qui m'énerve de ouf avec ce genre d'idée, c'est que t'es tellement une merde. T'as tellement confiance en ce que c'est toi qui es bon, et t'as l'impression de t'être fait arnaquer, t'es en mode non mais moi je suis bon et j'ai cru qu'il y avait une chance pour moi et j'arrive sur le marché du travail et ce marché est pourri et il veut pas de moi alors que je suis bon et que il devrait avoir de la chance de m'avoir. C'est exactement ça que ça implique, cette idée. Mais le pire, c'est que t'es tellement convaincu que ça que maintenant t'en es à décourager les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine. Et ça, c'est vraiment être une merde. Parce que, ok, déjà, avoir une vision de merde comme ça pour toi, c'est pas ouf. Mais de là à venir dire aux autres, dire non mais vas-y pas, de toute façon le marché est pourri, ça vaut pas le coup. Alors ça, c'est vraiment être un gros connard. Parce que c'est vraiment penser que déjà, ta vision d'artiste qui n'a même pas encore travaillé a de la valeur. Ça, c'est le premier truc. T'as pas travaillé, qu'est-ce que t'en sais? T'as pas travaillé, qu'est-ce que t'en sais? D'accord? Mais en plus de ça, de te dire que, évidemment, tu te trompes pas, hein, forcément, ce que tu penses, hein, ce que tu as vécu, c'est forcément vrai, hein, forcément, les 5 CV que tu as envoyés, enfin, les 5 showreels, pardon, que tu as envoyés, enfin, les 5 mails plutôt avec ton showreel que tu as envoyé, évidemment, hein, ça représente l'entièreté du marché, et évidemment, tu sais du coup maintenant exactement comment ça se passe, personne embauche, etc. Bien sûr. Mais en plus de ça,
Tu vas aller crier ça sur tous les toits pour décourager les jeunes qui veulent se lancer. Il faut vraiment être une merde. Désolé de le dire, mais il faut vraiment être une merde pour penser un truc comme ça. Évidemment, maintenant, on va remettre un petit peu les points sur les i. Hein. Donc, on a vu un petit peu pourquoi c'était. Et tu vois que même si le marché était... imaginons, le marché cette année est à l'arrêt, plus personne n'embauche, tu vois. Genre, on passe de, je crois que c'est 8000 embauches par an en 2024, on passe à 0 embauches en 2025, tu vois. Ok. Et c'était 8000 embauches des nouveaux artistes, hein, pas ceux qui sont déjà en... Donc c'est nouvelles embauches, les premiers entrants du marché, je crois. Ou c'est peut-être 1000 pour les premiers entrants du marché et 8000 pour tout le monde. Ah, j'ai un trou. Non, je crois que c'est ça, pardon. C'est 1000 pour les premiers entrants et c'est 8000 en tout, excuse-moi. Donc 1000 nouveaux entrées, imaginons, voilà, en 2025, il y a 0 nouveaux entrants sur le marché. Ok. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, je veux dire, même s'il y a 0 nouveaux entrants sur le marché français de l'industrie de la 3D en 2025, est-ce que ça veut dire qu'il il va plus y avoir de séries, de films, de publicités? Non, non, il va falloir tout le temps des gens pour créer ce genre de truc. Donc, c'est aussi ça qui m'embête, c'est que c'est pas parce qu'un marché ralentit à un moment que c'est terminé. D'ailleurs, petit point d'histoire avec toi, en 2025-2006, il s'est passé exactement la même chose. Il y a eu un gros ralentissement de marché à ce niveau-là, et c'était juste après la crise des dot-com, je crois que c'était 2001, et alors je sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas, en 2005-2006, je sais qu'il y a eu un gros ralentissement sur l'industrie de la 3D, et qui est reparti 2007-2008-2009. Toutes les écoles ont fermé, les gens ont arrêté de se former. Bah non, en fait, c'est pas parce que le marché ralentit, pour une raison ou une autre, même si putain on a vu que c'était à peine le cas, que tout doit s'arrêter et de commencer à dire ah bah oui, les écoles c'est la poudre aux yeux, machin et tout. Non, c'est con. C'est plus que con, c'est vraiment c'est du cynisme en fait, c'est du cynisme lancé comme ça pour te faire un petit peu mousser. Tu vas dire oh, moi je suis intelligent, moi j'ai compris que ça sert à rien, alors que ça s'appelle être une merde. C'est fondamentalement faux. Mais en plus de ça, même si c'était vrai, c'est un comportement et une mentalité de merde. D'accord ? Alors maintenant, je vais te donner moi le cheat code dans ce type de truc. Imagine demain, on se retrouve dans cette situation vraiment où, voilà, on fait les chiffres et le marché n'emploie plus de ce qu'on appelle de... Alors, ils ont un mot, je crois, c'est pré-entrant, peu importe, mais on s'en fout. De personnes qui rentrent dans l'industrie, tu vois. Tu te rends compte que, voilà, 2025, personne rentre dans l'industrie. Mais vraiment personne, tu vois. Personne dans le monde, tu vois. Évidemment, c'est très peu probable, ça n'arrivera pas, mais imaginons ça arrive. Qu'est-ce que tu peux faire ? Et ben, plutôt que de commencer à partir sur un cynisme, en fait, l'idée, c'est sur des cas comme ça, il faut s'adapter. Parce qu'en fait, c'est pas possible que toute l'industrie entière de l'audiovisuel en général s'arrête. Ça marche pas. Par contre, tu peux avoir des branches de l'audiovisuel qui ralentissent. Ça, c'est possible, d'accord ? Et qu'est-ce que tu dois faire toi en tant qu'artiste à ce moment-là ? Et ben, tu dois changer de branche, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est une branche ? Il y a plusieurs types de branches. Tu vas avoir les branches qui vont être des branches technologiques. Branche technologique, c'est, voilà, 3D, et dans la 3D, tu en as plein, rig, modé, etc. IA, tu vois, qu'est-ce qu'on a ? Tu vas avoir aussi des liaisons entre ces branches. C'est vrai qu'on dit des branches, ça pourrait presque être une toile d'araignée, tu vois, parce que tu vas avoir des ponts qui vont se faire entre les branches. Montage, son, etc., ok ? Et toutes ces branches se divisent en plein de petites branches, machin. Et peut-être que tu pourrais te rendre compte que, je sais pas, là, par exemple, là, aujourd'hui, le marché du concept art, tu vois, ça a toujours été un marché très difficile dans lequel il fallait rentrer parce qu'on a tout le temps eu besoin de très peu de concept artistes. Tu vois, quand on a un bon, on gardait et il pouvait faire beaucoup de choses. Mais là, en plus, avec l'IA, du coup, c'est un marché qui a encore pris un coup, tu vois. Bon, tu pourrais dire, ok, le marché du concept art est mort. C'est pas le cas, mais imagine. En tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas aller en concept art, mais d'aller dans un truc qui soit proche du concept art ? Peut-être qu'il y a de la place en storyboard, par exemple. Peut-être qu'il y a de la place en color mood. Peut-être qu'il y a de la place... Alors, c'est du moodboard, pardon, pas color mood. Peut-être qu'il y a de la place en, je sais pas moi, illustration de magazine ou de illustration de BD, ou peu importe. Tu vas avoir d'autres branches qui vont servir à toi. Et souvent, en fait, moi, ce que je vois, c'est que les gens sont pas prêts à changer de branche. Et pourquoi ils sont pas prêts à changer de branche ? C'est pas parce qu'ils ont pas envie, hein. C'est parce qu'ils ont pas de compétences. Évidemment, si t'as fait que ta vie, tu fais okay, concept art, et tu sais faire rien d'autre. Évidemment, on va changer de branche, ça va être dire. Ça va être difficile. Et c'est pour ça aussi que je dis toujours aux gens, ayez plusieurs cordes à votre arc. C'est con. De toute façon, c'est risqué de tout foutre sur une seule branche. C'est risqué, c'est même un peu... c'est même un peu aveugle, tu vois. Mais par contre, ce que tu peux faire, quand tu réfléchis vraiment à ce problème,
C'est te dire, ok, encore une fois, statistiquement parlant, en termes de probabilité, comment je peux au mieux ratisser le marché qui existe. Et encore là, je parle que dans les technologies. Il y a une deuxième partie qui arrive après où je peux parler des secteurs d'activité, tu vois, que ça aussi, ça va être très, très intéressant. En plus, c'est plus facile, tu vois. Et en fait, c'est un petit peu la question fondamentale, au final, derrière de est-ce que tu veux être généraliste ou spécialiste? Spécialiste, je me concentre dans un seul truc et je deviens très très bon. Généraliste, je vais chercher beaucoup de choses. Alors, on a déjà vu ensemble plusieurs fois qu'au final, la question n'était pas du tout aussi simple que ça en avait l'air, parce que si tu es spécialiste et que tu deviens très bon dans un domaine, tu vas te rendre compte en fait qu'en fouillant dans ce domaine, tu vas ouvrir des branches qui vont rejoindre d'autres domaines. Et ça, c'est très intéressant. Tu vois, je te donne un exemple très concret. Si demain, tu veux te spécialiser en simulation de fumée, et bien en fait, en creusant dans la simulation de fumée, tu vas devoir toucher au shading, au shader, pardon, à l'éclairage, au mat derrière les voxels, et du coup, tu sauras aussi faire de la simulation d'eau. Et en fait, du coup, tu vas faire même en poussant un truc très particulier, tu vas en fait, du coup, en arrivant au bout, toucher à plein de domaines. Et c'est d'ailleurs comme ça que je sais, quand je parle à un artiste, si c'est une fraude ou pas. Si tu as un gars qui te dit « je suis spécialiste » et qui ne parle que de son domaine et qui ne sait rien d'autre, c'est souvent une fraude en fait, parce qu'un vrai spécialiste, logiquement, il connaît les autres domaines parce qu'il a besoin de les connaître pour faire correctement son travail, mais aussi, surtout, en creusant au bout de son domaine, il a été touché aux autres domaines. Ça, c'est super important. Et en fait, souvent, quelqu'un qui se dit spécialiste et qui connaît rien d'autre, en fait, c'est pas un spécialiste, c'est juste quelqu'un qui est pas très bon et qui sait juste, bon, je vais faire ça, tu vois. Et malheureusement, tu vois, des entretiens que je fais, par exemple, pour les intervenants qui doivent passer dans l'école, tu vois, et les gens que je vois, qu'on contacte, etc., la majorité ressemble à des spécialistes qui n'en sont pas vraiment, en fait. Et encore une fois, tu vois, on reste toujours sur cette base de compétences, tu vois. Et il y a un truc moi qui m'échappe, tu vois, c'est à quel moment, de toute façon, tu penses pouvoir avoir de bonnes chances de travailler si ton niveau est dans la moyenne, tu vois. Bah oui, si ton niveau est dans la moyenne, hein, si tu appliques la règle de Pareto, du coup, une minorité prend la majorité des jobs, statistiquement parlant, t'as pas de taf, quoi. Enfin, je veux dire, donc augmente tes compétences. Enfin, je veux dire, bosse, quoi. 30 secondes, merde. C'est le nombre de gens où le... Parce que, tu vois, encore une fois, cette idée de... Je reprends cette idée de, ah oui... Le marché est bouché, machin, parce qu'en plus, moi, c'est pour ça aussi que ça m'énerve un peu, c'est que cette idée de marché bouché, moi, ça fait 10 ans que je l'entends. Je me souviens quand j'étais en seconde, donc il y a 14 ans maintenant. Attends, j'en ai 27, 13, non, c'est pas 14, 12. Ouais, ça fait 12 ans. 12 ans, il y a 12 ans encore, j'entendais déjà, lors de mon premier stage en entreprise, des mecs qui me disaient « Ah, tu sais, l'industrie de la 3D, bah, c'est vraiment bouché. Hein. » Et j'ai entendu ça toute ma vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un me disait ça, et à chaque fois que je voyais son rire, alors évidemment en seconde, j'avais pas beaucoup les capacités de mesurer la qualité de quelqu'un, la réaction était la même. C'était pas mauvais, mais c'était loin d'être parfait, tu vois. Et tous les gens qui m'ont dit aujourd'hui, il y a du taf, c'est facile de se faire embaucher, il suffit de taffer, etc. Et à chaque fois que eux, j'ai vu un sourire, à chaque fois, je me suis dit, oh putain, ok, là, on n'est pas en train de déconner. Et c'est tout, en fait. C'est le bilan de cette histoire. C'est que, en fait, tu te rends compte que si tu veux résumer globalement le marché aujourd'hui, bah, les gens bons trouvent du taf et les gens moins bons en trouvent pas. Et j'aurais même envie de dire qu'il y a eu un petit cheat code en 2021 avec la surembauche qu'il y a au Covid, c'est qu'il y avait des gens qui étaient moyens, qui n'auraient pas dû trouver de taf et qui en ont trouvé. Et je pense que c'est ça qui provoque aujourd'hui, une petite correction de marché, et deux, cette espèce de sensation que rentrer dans le domaine est devenu plus difficile. Donc voilà, conclusion de tout ça. Enfin, pas conclusion de tout ça, il y a encore la deuxième partie dont je t'ai parlé, savoir tirer des branches et savoir s'adapter à différentes technologies, mais tu dois aussi savoir faire ça, et je pense que c'est même plus simple en t'adaptant à différents secteurs. J'en parle tout le temps, j'ai dû le dire au moins dans 4-5 podcasts, j'en parle à chaque fois aussi aux portes ouvertes de l'école. D'ailleurs, la prochaine porte ouverte de l'école, c'est le 8 janvier, si t'es dispo, n'hésite pas, ça va être cool. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. En fait, on est biaisé parce que la majorité des gens qui se lancent dans ce secteur, leur rêve de gosse, c'est de faire des films. Ils se disent, ah ouais, je vais faire le prochain Matrix, je vais faire le prochain Star Wars, je vais faire le prochain Seigneur des Anneaux, je vais faire le prochain Marvel, peu importe. Et du coup, ils se mettent un petit peu des œillères et ils ont l'impression qu'il n'y a que ça, tu vois. Alors oui, ils se disent, ok, il y a le jeu vidéo et la pub, tu vois, et tu peux avoir le même truc sur les deux, tu vois, tu peux aussi avoir full jeu vidéo, j'adore Witcher, machin. Et comme si il y avait que ces trois secteurs-là qui avaient besoin de la technologie, de l'imagerie par ordinateur. Et là, t'es en mode, non mais, il faut se réveiller là, 30 secondes les gars. Il n'y a pas seulement cette industrie dans le monde, hein. Tu te rends bien compte que l'imagerie par ordinateur, ça s'utilise absolument
putain de partout. Et là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est celui-là. Comme tout le monde veut faire ça, le marché pour arriver sur ces 3 secteurs-là est bien plus... en anglais, c'est crowded. En français, c'est... Il y a de la foule, quoi. Il y a plein de monde. Donc évidemment, pour sortir du lot, c'est plus difficile. Normal, il y a plus de monde, tu as plus de concurrence. Enfin, c'est des mathématiques basiques. Hein. Mais l'astuce que j'ai envie de te proposer, c'est plutôt que d'essayer de te battre contre cette concurrence, surtout si tu as un niveau qui est moyen, et que tu as du mal à prendre en compétence, tu vois, que tu trouves ça difficile, et bah au lieu de te battre avec ces gens-là, change de secteur. Pars dans un secteur qui paraît moins sexy. Quand j'en ai déjà parlé plein de fois, la robotique, l'architecture, la médecine, l'automobile, le design de produits, les maquettes. Alors ça peut être des maquettes de sites web, alors après là on sort un peu de la 3D, mais bon, enfin je veux dire, ça reste quand même visuel et très proche, hein. On est quand même sur les mêmes domaines, hein. Mais bon, il n'y a pas de 3D pour le coup. Ça peut être de la construction de plans, ça peut être partir dans l'impression 3D, enfin il y a plein de domaines qui utilisent ça tout le temps et qui galèrent de ouf à trouver des gens. Parce que justement, c'est pas des domaines sexy. Et du coup, et je peux te donner encore une fois mon retour d'expérience. Moi, j'ai enseigné alors j'ai appelé ça en école physique pendant 3 ans, et j'enseignais à des designs. Donc pas des gens qui étaient spécialisés, enfin pas des gens qui faisaient la 3D pour aller chercher du film, mais des gens qui faisaient de la 3D pour aller chercher voilà, tu vois, du design. Alors ça allait dans de la publicité, tu vois, donc là on est très proche du cinéma, jusqu'à le design de carrosserie de voiture, tu vois, le design de tableau de bord, etc. Et ces gens-là, ils m'ont dit les salaires qu'ils avaient en stage, ils m'ont dit un petit peu la facilité avec les avaient en 3D. Et j'étais sur le cul, parce que je me suis dit, putain, mais c'est au moins 2 fois le prix d'un animateur, par exemple. Et je me suis rendu compte que c'est simplement parce que les gens là, ils galéraient. Et un autre truc qui a marqué, c'est que les gens, par exemple, en design, où est-ce que j'enseignais, ils étaient 4 en classe. 4, alors que les gens qui étaient en animation, ils étaient 30. Tu vois, il y avait beaucoup moins de gens qui voulaient faire ça. Et là, pourtant, je peux te dire, eux, ils avaient de l'or en barre dans les mains. Ils avaient une facilité. Je me souviens, le nombre d'offres juste de stages qu'ils avaient quand ils m'en parlaient, c'était juste délirant, quoi. Et au-delà de ça, en plus de ça, leur niveau était très bon. Et pas seulement leur niveau, on pourrait dire en technique de design, tu vois, genre comment tu designes une carrosserie de bagnole correctement, tu vois. Parce que bon, il y avait un petit peu de cours là-dessus, mais même juste leur niveau visuel était excellent. Et ils étaient beaucoup plus généralistes que des spécialistes, par exemple, qui étaient en animation. Et du coup, ça leur permettait de mettre en valeur leur boulot d'une bien meilleure manière. Et en plus de ça, ils étaient dans un secteur où il y avait peu de concurrence. Laisse tomber le carnage. Enfin, on parlait sur des salaires qui démarraient à 4000 balles. Hein. C'était largement supérieur à ce que tu pourrais espérer en démarrant quand tu es animateur ou même rigueur. Hein. Et ça, c'était vraiment impressionnant. Et ça, c'était là, je te parle de ça, c'était en 2024. Hein. C'était en 2024. Le dernier cours que j'ai fait là-bas, c'était en septembre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que, encore une fois, je pense qu'il est toujours important de vraiment voir les choses dans son ensemble, et souvent je me rends compte qu'on va beaucoup trop vite à la conclusion de ça vaut pas le coup, ça sert à rien, le système est pourri, alors qu'il faudrait plutôt aller à la conclusion de peut-être que j'ai pas envisagé toutes les possibilités, et peut-être aussi que statistiquement mon niveau est pas aussi bon que ce que je pense. Et là, maintenant il y a plusieurs possibilités. Alors maintenant on va faire un point, parce que c'est bien de théoriser tout ça, etc. Mais à la fin, c'est bien quand même bien de terminer avec des actions à effectuer. Donc on va faire des actions très spécifiques là, que tu peux faire si jamais, aujourd'hui, ou dans pas longtemps, tu as un showreel et tu te fais pas embaucher. Bon, déjà, on va parler de statistiques de réponse, tu vois. C'est pas compliqué, d'accord ? C'est assez transparent dans tous les domaines, mais je m'en suis rendu compte après coup, mais moi, ces statistiques, je les tiens des élèves de l'école H3A2, l'école que je gère. C'est pas compliqué. Quand tu envoies des mails avec ton showreel, si tu as envoyé déjà moins de 100 mails, d'accord ? Si tu as envoyé moins de 100 mails, l'échantillon que tu as tapé dans les tuyaux n'est pas assez significatif pour savoir si tu as une chance d'être embauché ou pas. D'accord ? Donc là, c'est même pas une question de savoir si c'était bon ou pas bon. Si tu as envoyé moins de 100 mails, l'échantillon utilisé pour faire ta stat de est-ce que tu as une chance d'être embauché n'est pas significatif. Donc ça veut dire que déjà, tu as envoyé moins de 100 mails, toutes les réflexions que tu as sont du vent. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien parce que c'est pas significatif. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'en fait, globalement, la statistique que je vois avec du coup les gens qui passent en intervention dans l'école et les élèves de l'école, c'est qu'en fait, tu vas logiquement, si tu as un niveau pour travailler, pour 100 mails, tu auras une réponse positive pour l'entretien. Gros, c'est après ça. Si tu as le bon niveau, si tu as un niveau pour travailler, pour 100 mails, à peu près, tu as 1% de chance, en fait, 1% de statistique d'avoir une réponse positive te proposant un entretien. Donc pas un taf, mais un entretien. 1% mail. Donc évidemment, si tu as envoyé moins de 100 mails, tu sais même pas si tu as tapé dans cette statistique, tu vois. Donc,
C'est le premier truc. Si t'as envoyé moins de 100 mails, ça ne sert même à rien de te poser la question. Juste envoie tes putains de mails. D'accord? Et quand je dis envoyer un mail, hein, tu t'envoies, tu relances. Hein, tu fais au moins 3 relances par mail. D'accord? Maintenant, si t'as envoyé par exemple. Alors moi, ce que je conseille à mes élèves, par exemple, c'est 500 mails. 500 mails, tu vois, si t'as envoyé 500 mails et que t'as eu aucune réponse positive, là, il y a un problème de niveau. C'est clair et net, la conclusion à tirer de ça, c'est pas le système est pourri, il y a un problème de niveau. Alors, ça peut être dans deux cas différents. Ou ton show il est juste pas assez bon, point barre. Mais c'est rarement ça. Souvent, la réponse c'est le show il est pas assez bon pour les postes auxquels tu envoies. En fait, parce que moi j'ai vu des élèves qui en fait envoyaient des showreels qui étaient pas mauvais, tu vois, qui avaient un niveau pour travailler dans l'industrie, mais ils cherchaient des places dans des studios qui étaient vraiment spécifiques, tu vois, et qui demandaient un niveau bien plus élevé que leur showreel, tu vois. Et du coup, c'est ça qui faisait en fait qu'ils avaient que des réponses négatives, c'est que c'est pas que leur showreel était mauvais, c'est que leur showreel était pas assez bon pour ce qu'ils voulaient faire. Mais passe. Et ils allaient dans un truc entre guillemets moins proche de ce qu'ils voulaient faire, et du coup plus simple techniquement, on leur dit oui, d'accord. Dans tous les cas, bah là, t'as la conclusion, t'as envoyé tes 500 mails, tu vois, envoyer 500 mails ça va vite, hein. T'envoies 10-15 mails par jour, en gros en un mois c'est réglé quoi. Voilà, tu fais un mois, t'envoies que des mails. Et encore 10 mails par jour, hein, ça se fait en une matinée, hein. T'as toute la première à chaque fois. Donc t'envoies tes 500 mails par jour, ok. Enfin t'envoies tes 10-15 mails par jour, t'arrives à 500, tu te rends compte que t'as eu aucune proposition d'entretien, très bien. La conclusion, j'ai pas le niveau encore pour faire ce que je veux. Et là tu peux te poser des questions, c'est ok. Avant de commencer à me poser des questions de retravailler sur mon showreel, est-ce que je suis prêt à changer de fusil d'épaule dans ce que je veux faire? Est-ce que je peux viser peut-être un métier qui m'intéresse un peu moins? Est-ce que je peux viser un secteur aussi qui m'intéresse moins? Ou peut-être qu'il y a moins de concurrence? Et c'est des questions à se poser. Et là, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de ce que tu veux faire, évidemment. Mais si tu es prêt à le faire, bah, ça va certainement du coup t'ouvrir des portes et te permettre de rentrer dans l'industrie et de commencer à travailler. Même si c'est pas exactement le boulot de rêve que tu avais. C'est pas grave, tu vois. Tu peux toujours bouger. C'est une industrie qui est très poreuse. Tu peux changer très facilement après de boîte une fois que tu as démarré. Et au contraire, en plus, les gens vont avoir beaucoup plus confiance en toi parce qu'à partir du moment où tu as de l'expérience, tu verras que c'est beaucoup plus facile de se faire embaucher. Simplement parce que, alors tout le monde dit oui, personne n'embauche les gens sans expérience. Oui, mais connard, c'est normal en fait. C'est normal parce que quand tu es employeur et que tu veux embaucher quelqu'un, le fait que cette personne-là ait travaillé pour un autre employeur et que ce soit bien passé, ça répond quasiment à 90% de tes questions du coup. Ah oui, mais ça s'est bien passé avec lui, ça veut dire que ça se passera certainement bien avec moi. Tu vois, un nouveau qui rentre, il y a beaucoup plus de méfiance. C'est d'ailleurs pour ça aussi que le piston marche aussi bien, la recommandation marche aussi bien, parce que pareil, la recommandation, le piston, ce qu'elle fait, c'est qu'elle désenclenche cette méfiance que tu as de quelqu'un que tu connais pas. C'est comme ça, d'ailleurs, c'est pour ça, j'arrête pas de vous dire, faites-vous des putains de potes, essayez de trouver des gens dans l'industrie, faites-vous des potes, ça va vous permettre infiniment plus facilement de vous faire pistonner, et si vous faites pistonner, de rentrer dans l'industrie beaucoup plus facilement. Mais dans tous les cas, même sans piston, la statistique, 500 mails, t'as aucune proposition. Peut-être que là, il faut se poser la question du niveau de ton showreel. Ok, du secteur machin, et après le niveau de showreel. Et tu recommences. Donc si, imaginons, tu prends la décision de mettre à jour ton showreel, bah, tu mets à jour ton showreel, et derrière, bah, tu fais quoi? Bah, tu renvoies 500 mails, et tu revois ce qui se passe. Et oui, c'est chiant et c'est long, mais c'est comme ça en fait. Mais bon, c'est une période chiant et longue, et en plus avec beaucoup d'incertitudes, qui est un peu difficile à passer. Mais bon, à la fin, elle te permet de travailler dans le secteur et dans la technologie de tes rêves. C'est quand même mieux ça que, je sais pas, d'être caissier à Carrefour, tu vois. Bah, ça dépend, j'ai un compte caissier à Carrefour. Si tu kiffes ton taf, tant mieux. Mais bon, qu'on soit clair, la 3D, c'est un métier qui est passionnant, tu vois. C'est un métier où on y va pour la passion parce que c'est kiffant, tu vois. Bon, bah voilà, le prix à payer pour ça, c'est de faire ce que je viens de te dire. Si tu fais ça, tu verras que, globalement, tu auras toujours une réponse d'une boîte qui te permettra de démarrer dans l'industrie. Alors, ce sera peut-être pas le métier de tes rêves, ce sera peut-être pas la boîte de tes rêves, ce sera même pas le secteur de tes rêves, mais c'est pas grave. Démarre, vas-y. Et une fois que tu seras rentré dans l'industrie, comme tu auras déjà travaillé, tu pourras utiliser ces espèces de voies poreuses entre différents postes pour aller un petit peu où est-ce que tu veux. Et tu verras que c'est beaucoup plus facile une fois que tu es dedans. Souvent, comme je le dis souvent, le plus difficile, c'est d'ouvrir la porte. Une fois que la porte est entrouverte et que tu es dans l'industrie, la facilité pour naviguer dans les boîtes est bien plus importante. Parce que simplement, voilà, tu rentres dans une boîte, ça se passe, il faut que ça se passe bien, hein. Si ça se passe mal, c'est mort. Alors là, si par contre tu rentres dans une boîte, ça se passe mal, là c'est terminé. Mais si tu rentres dans une boîte, ça se passe bien, tu bosses bien, ok, cool. Bon bah, tu te fais des potes, et les potes, évidemment, eux, c'est pas forcément leur première boîte, donc ils ont d'autres boîtes, et du coup, ils peuvent te recommander une autre boîte si tu veux changer, machin, et du coup, c'est comme ça que ça démarre en fait. Et tu vois, et du coup, une fois que tu as été recommandé par 10 personnes, parce que tu as fait du bon boulot avec eux, bon bah. C'est facile derrière d'aller dans le studio. Eux, ils ont été. Ah ouais, t'étais à mathématiques avant. Peut-être que tu pourrais me pistonner. Ah bah écoute, oui, j'appelle mon ancien sup et je te dis, hop, machin. J'ai tel gars là, je travaille avec lui, ça se passe bien. Il voudrait voir si vous avez une place en mathématiques, ça t'intéresse. Ah bah pourquoi pas, vas-y, fais le passer. Et évidemment, quand ça fait ça, tu passes devant tous les potentiels
candidats qui n'auraient pas été recommandés, hein, c'est normal. Hein. Donc voilà, bien avoir ça en tête et bien se poser la question de avant de commencer à crier au loup du système est pourri machin, est-ce que moi au moins j'ai fait mon travail, tu vois? Est-ce que moi j'ai envoyé mes putains de 500 mails? Est-ce que j'ai bien vu que j'avais pas eu mes réponses? Et j'ai pas eu mes réponses? Est-ce que c'est pas parce que mon niveau est pas assez bon? Et là peut-être que tu pourrais tirer, on va dire, les bonnes conclusions et tu vas voir que la réalité est rarement aussi noire qu'on le voit. Et je comprends hein, cette idée, c'est difficile en fait d'avoir l'impression de se faire rejeter parce que tu n'as pas de réponse à tes mails ou les réponses sont que négatives. Mais déjà, bon, si tu en as envoyé 10, c'est normal. mais au-delà de ça, c'est la vie en fait, c'est comme ça. C'est la réalité du marché de l'emploi, hein, ça. Et ça marche n'importe quel marché de l'emploi. En ce moment, par exemple, les développeurs vivent exactement la même chose parce que justement, ils ont eu le même problème. Et ça, pour le coup, en plus, c'était plus hardcore que nous. Pendant le Covid, il y a eu un énorme besoin de développeurs parce qu'il y a eu énormément de plateformes qui se sont développées ou qui ont continué à se développer, qui ont été engagées. Et du coup, il y a eu une surembauche. Là, il y a beaucoup moins de gens qui utilisent des services en ligne comme des services électroniques, etc. Donc, il y a, pareil, un petit ralentissement du marché. Mais je crois, de ce que j'ai vu en développeur, ça a l'air plus vénère que chez nous. Bon, bah, quoi, il n'y a plus personne qui développe? Non, ah non, c'est ridicule. Toutes les écoles de développement et formation de développement sont arrêtées. Non, pas du tout. Voilà, c'est juste que, bon, bah, c'est la vie en fait. Et oui, le marché, c'est pas un truc qui est constant, c'est des trucs qui bougent, qui évoluent, etc. C'est pas grave en fait. D'accord? Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc voilà, j'espère que ça t'a appris des choses. J'espère surtout que ça t'a motivé en fait et que ça t'a, je vais pas dire fait comprendre, mais que ça t'a fait au moins réfléchir à ce que, en fait, il y a toujours une chance que ça se passe bien et qu'il faut la prendre, cette chance. Sinon, c'est con. Voilà, c'est ça que t'aies compris. Si c'est le cas, c'est trop bien. Si c'est pas le cas, eh ben, peut-être que mon argument n'était pas bon et c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux même me dire pourquoi t'as pas été convaincu et pourquoi pour toi tu penses qu'au final ça vaut pas le coup. Mais voilà. Avant d'aller créer ça sous les toits, merci de ne pas dire à tous les jeunes qui veulent se lancer que ça vaut pas le coup parce que le truc c'est que ces gens-là, n'ayant pas le recul nécessaire, en fait, en vrai, ça s'appelle ça. Tu tues un rêve dans l'œuf. Et si ça, c'est pas être un enculé, je sais pas ce que c'est, tu vois. Tu tues un rêve dans l'œuf. Voilà. C'est pas cool. Franchement, pas cool. Donc voilà, j'espère que ça t'a appris des trucs. Si tu veux te lancer dans la 3 d'aujourd'hui et que tu sais pas par où commencer, tu peux te rendre sur teach.motion-live.com. On propose une petite formation gratuite de 6 jours qui te permet de découvrir un petit peu la 3D et de faire ta première image. Donc c'est cool, c'est gratuit. Donc n'hésite pas à aller voir ça si tu veux commencer sérieusement la 3D pour devenir plus tard peut-être professionnel. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait apprendre des choses et réfléchir sur tout ça. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.